Un conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Le 19 juin 1965, l'Algérie se réveille sous le choc. Un coup d'État vient d'avoir lieu. Le président Ahmed Ben Bella est renversé par son propre ministre de la Défense, un homme discret et méthodique, Houari Boumedienne. Très vite, les journalistes du monde entier affluent à Alger. Une question brûle toutes les lèvres. Qui est Boumedienne? D'où vient ce colonel silencieux? Pourquoi refuse-t-il de répondre aux journalistes? Quel est son parcours? Son ambition? On dit que vous êtes l'homme qui monte en Algérie et un militariste d'autant plus déchaîné qu'il a toujours commandé, comme on a dit, une armée des frontières. Un aventurier fascisant. On a dit aussi au contraire que vous étiez un ascète révolutionnaire. Alors où est la vérité à votre avis? La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. Simplement un militant révolutionnaire. Pour répondre à ces questions, la presse interroge un homme de 39 ans qui l'a connu mieux que personne. Un homme qui a été son mentor, son chef, et qui a façonné la guerre d'indépendance dans l'ombre. Abdelhafid Boussouf, le père du service de renseignement algérien. L'ancien ministre de l'armement du GPRA, Boussouf, a été l'un des tout premiers à accorder sa confiance à Boumedienne. Vous connaissez très bien, je crois, le colonel Boumedienne, qui était votre adjoint à la Wilaya 5. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un portrait du colonel Boumedienne? Le colonel Boumedienne n'est pas un homme mystérieux comme le disent certains journaux. Il est vrai qu'il n'est pas très connu par la presse. En réalité, comme il était mon adjoint et que je le connais très bien, je peux dire que Boumedienne est un homme comme tous les autres. C'est un cadre moderne qui conçoit les problèmes selon des méthodes rationnelles d'analyse. Pourquoi le surnomme-t-on le père des services de renseignement algériens? Quel rôle a-t-il joué dans l'ascension de Boumedienne? Et qui est réellement Boussouf? Avant d'entrer dans l'histoire de Boussouf, un grand merci à ProtonVPN, partenaire de cette vidéo. Boussouf, c'était l'homme de l'ombre de la révolution algérienne. Il a bâti tout un réseau de renseignements pour protéger les messages, sécuriser les transmissions et rester toujours un pas devant l'ennemi. Aujourd'hui, nos batailles sont différentes, mais un défi reste le même. Protéger nos communications. C'est exactement ce que fait ProtonVPN. En un clic, votre connexion est chiffrée, votre adresse IP masquée et vous êtes protégé même sur les réseaux Wi-Fi publics. Avec plus de 10 000 serveurs dans 110 pays, vous pouvez aussi accéder à vos plateformes de streaming préférées, où que vous soyez, en 4K sans coupure. Mais ce qui distingue vraiment Proton, c'est son engagement. Aucune donnée revendue, pas d'investisseurs privés à satisfaire, et une transparence totale grâce à ses applications open source. Proton est opéré par Proton AG, une société suisse dont l'actionnaire principal est la fondation à but non lucratif Proton Foundation, basée à Genève, avec une mission claire, défendre la vie privée de tous. Et le plus beau, les services essentiels sont gratuits, car la confidentialité est un droit, pas un privilège. Alors, reprenez le contrôle de votre vie numérique avec ProtonVPN, disponible sur iOS, Android, Mac et Windows via le lien en description. Bref, si Boussouf avait connu Internet, il n'aurait pas hésité une seconde. Il aurait validé ProtonVPN. Chapitre 1. Si Mabrouk. Abdelhafid Boussouf voit le jour le 17 août 1926 à Mila, une petite ville enclavée dans l'est algérien, au cœur de la région de Constantine. À cette époque, Mila est une commune pauvre, marginalisée, comme tant d'autres localités majoritairement peuplées d'Algériens indigènes. Loin des centres économiques et administratifs contrôlés par les colons, la ville offre peu de perspectives à sa jeunesse. Dans cet environnement, le jeune Boussouf développe un tempérament discret, curieux et rigoureux. Rapidement, il comprend qu'il ne pourra rien attendre de ce système s'il ne tente pas sa chance ailleurs. Il quitte Mila pour rejoindre Constantine, capitale régionale, où il espère pouvoir accéder à un enseignement de qualité.
son admission dans une école secondaire constitue déjà une petite victoire. Par chance et persévérance, il intègre un établissement, ce qui reste rare pour un jeune Algérien de l'époque, tant les places sont chères et les critères biaisés. Là, à Constantine, il découvre un autre monde. Une ville plus dynamique, des milieux intellectuels, mais aussi un terrain politique en ébullition. La guerre mondiale, les inégalités coloniales criantes, les débats sur l'avenir du pays, tout cela agite les esprits. C'est dans ce contexte qu'il entre dans le mouvement scout, un espace où de nombreux jeunes Algériens commencent à prendre conscience de leurs conditions. C'est aussi là qu'il fait une rencontre déterminante. L'Akhdar Ben Tobal. Plus âgé, plus expérimenté, Ben Tobal est déjà un pionnier du militantisme local. À travers lui, Boussouf découvre très jeune les cercles nationalistes du PPA, le Parti du peuple algérien, fondé en 1937 par Messali Hadj. Le PPA, c'est à cette époque la principale force politique indépendantiste portée par une ligne radicale, l'exigence de l'indépendance totale de l'Algérie. Pour des jeunes comme Boussouf, qui vivent au quotidien l'humiliation coloniale, ce parti incarne une promesse, celle d'une nation libérée. Mais lorsqu'il rejoint les rangs du PPA en 1943, l'organisation traverse une période troublée. L'unité militante des années 1930 n'est plus. En interne, les tensions s'exacerbent entre la vieille garde fidèle à Messali Hadj et une génération montante, plus impatiente, plus radicale, qui ne croit plus seulement aux mots, mais veut passer à l'action. C'est dans ce contexte que le PPA décide en 1946 de se doter d'une vitrine légale pour échapper à la surveillance de l'administration coloniale. Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, ou MTLD. Mais dans le même temps, sous la pression de cette jeunesse bouillonnante, il lance aussi une structure secrète et armée, destinée à préparer concrètement la lutte contre la France. En 1947, naît l'Organisation spéciale, ou OSS. L'objectif de l'OSS est clair: recruter, former et organiser des militants capables de mener le jour venu une insurrection armée. Boussouf fait immédiatement partie de cette avant-garde clandestine. Il s'y implique avec une méthode, une discrétion et un sang-froid qui le distinguent très vite. Dans la région de Constantine, Boussouf est intégré à l'état-major de l'OSS, dirigé localement par Larbi Ben Midi. À leur côté se trouve Ben Abdelmalek Ramdan, autre jeune militant. Leur travail consiste à structurer le réseau, assurer la formation des recrues, coordonner les premières actions clandestines et surtout éviter la surveillance constante de la police coloniale. Cette manière d'agir durant 3 longues années lui vaudront de passer entre les mailles du filet tissées par les forces de sécurité françaises lors de la découverte et de l'arrestation en mars 1950 de la presque totalité des membres de l'OSS de l'Est du pays. Les rares responsables qui ont échappé au coup de filet, Ben Midi, Ben Abdelmalek Ramdan et Boussouf, trouvent refuge en Oranie, où ils sont pris en charge par les militants de la région. Ben Midi vit clandestinement à Oran, Ben Abdelmalek Ramdan dans la région de Mostaganem, et Boussouf à proximité de la frontière marocaine, entre Marnia et Tlemcen. Mais à peine installé, une autre crise éclate. En janvier 1952, Messali Hadj décide unilatéralement la dissolution de l'OSS. Pour lui, l'heure est à la stratégie électorale, non à la guerre. Ce choix choque profondément les cadres de l'OSS. Il lui reproche non seulement d'avoir trahi la cause de l'action armée, mais aussi de gouverner le parti de façon autoritaire, en marginalisant les autres courants. En janvier 1954, le divorce est consommé entre les partisans de Messali Hadj et ceux de l'OSS. Cela pousse Boussouf à choisir son camp naturel, c'est-à-dire le noyau dur des partisans de l'action armée, seule solution pour l'indépendance du pays. Les membres de l'OSS, disséminés à travers le territoire national, ne tardent pas à reprendre contact. En mars 1954, une réunion cruciale se tient à Alger. De cette rencontre naît le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, le CRUA. Son double objectif, rassembler les différentes tendances nationalistes et surtout, organiser concrètement le recours à la lutte armée, en s'inspirant de l'exemple vietnamien. Ils optent pour une réunion décisive le 23 juin 1954, à Alger. Ce jour-là, dans une modeste villa du Clos Salambier, un quartier musulman d'Alger, 22 Algériens dont Boussouf se prononcent pour la révolution illimitée jusqu'à l'indépendance totale. Ainsi naît le groupe des 22. Une direction collégiale est mise en place. 5 figurants prennent la tête.
Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Midi, Mostefa Ben Boulaïd, Mourad Didouche et Rabah Bitat. En août 1954, pour renforcer cette équipe, le groupe des 22 décide de faire appel à Krim Belkacem, qui mène depuis 1947 une rébellion en Kabylie. Son ralliement permet de représenter cette région stratégique et porte ainsi le comité à 6 membres. Puis, le 24 octobre 1954, dans une maison dont le lieu exact reste aujourd'hui encore inconnu, une dernière décision symbolique est prise. Le CRUA devient le Front de Libération Nationale. De retour en Oranie, la région, qui sera bientôt désignée comme zone 5 dans l'organigramme insurrectionnel, Ben Midi informe ses compagnons de la date choisie pour le déclenchement de l'action armée, le 1er novembre 1954, à minuit. Il répartit les responsabilités entre 3 hommes de confiance. Ben Abdelmalek Ramdan, Ahmed Zabana, un militant enraciné dans les réseaux nationalistes d'Oranie, et Boussouf. Chacun se voit attribuer une zone d'opération. À Boussouf, qui choisit le pseudonyme de guerre Simabrouk, est confié la région qu'il connaît le mieux, celle de Tlemcen. Le 1er novembre se concrétise par une dizaine d'opérations dans les régions de Mostaganem, Oran et Tlemcen. Si des résultats probants n'ont pas été enregistrés en Oranie à cause du manque d'armes, l'effet politique connaît un retentissement considérable auprès des populations. Ce demi-échec, auquel s'ajoute la perte prématurée de 2 des principaux responsables de région, Ben Abdelmalek Ramdan, tombé au champ d'honneur le 4 novembre, et Zabana, capturé le 8 novembre avant d'être exécuté, va être à l'origine d'un gel des actions qui durera environ 4 mois. Ben Midi et ses compagnons n'arrêtent pas pour autant leur travail de sensibilisation, de recrutement et de formation. Boussouf, pour sa part, ne ménage pas ses efforts tant dans la région qu'il dirige que de l'autre côté de la frontière, où il s'attache à récupérer des armes auprès de la communauté algérienne du Maroc. Les espoirs des responsables de la zone 5 sont comblés avec l'arrivée en février 1955 du bateau Dina, en provenance du port d'Alexandrie, pour venir accoster secrètement sur la côte marocaine et y déposer 10 tonnes d'armement, ainsi qu'une dizaine de militants, récemment formés dans des stages paramilitaires au Caire, parmi lesquels Mohamed Bouharouba, plus connu sous son pseudonyme de guerre, Ouari Boumediene. En 1955, Ben Midi prend la décision de déplacer le commandement de la zone 5 au Maroc. Une décision exceptionnelle car aucune autre zone combattante ne sera planquée hors d'Algérie. On peut s'interroger sur le pourquoi d'une telle décision. Le motif principal serait la configuration géographique de l'Oranie, caractérisée par un manque de relief favorable à la guérilla et une forte densité de population européenne, rendant les opérations sur place particulièrement risquées et la perte de plusieurs cadres. Cela aurait influencé leur choix de base arrière au Maroc. Un territoire sous protectorat français mais offrant une relative liberté de manœuvre plutôt que dans les monts de Tlemcen. Cette décision de délocalisation restera une singularité parmi les zones combattantes, avec des conséquences stratégiques et politiques durables. Lorsque le commandement de la zone 5 s'installe au-delà de la frontière, qu'émerge la nécessité de créer un service de renseignement. Aux yeux de Ben Midi, un tel service devient indispensable pour connaître les ennemis du FLN et s'en protéger. En effet, l'armée française est fortement implantée dans la zone frontalière, notamment à Oujda, où se trouve sa 26e division d'infanterie. La création de ce service est confiée à son fidèle lieutenant, Simabrouk. En parallèle, la zone 5 met en place les premières structures de la base arrière, destinées à gérer la communauté algérienne présente, recueillir les cotisations, organiser le recrutement pour la LN et résoudre les problèmes logistiques tels que la collecte d'armes, l'hébergement et la liaison. Cette base arrière se charge également de contrôler les mouvements d'entrée et de sortie du territoire marocain, à partir des postes frontaliers terrestres. Tout cela implique la mise en place d'un service de renseignement fiable. Ainsi, la première antenne de sécurité est créée à Oujda. Elle devient un acteur clé dans l'identification et la neutralisation des éléments des services de renseignement français opérant dans la région. Un exemple marquant de cette activité est l'attaque d'un agent français, un certain Simon, qui logeait à l'hôtel de la gare, à Oujda. Cet individu, lié au service de documentation extérieure et de contre-renseignement, SDECE, était signalé comme un espion. Après une tentative d'enlèvement, Simon fuit vers l'Algérie, mais il sera poursuivi par le FLN et neutralisé quelques semaines plus tard à l'intérieur du pays.
Il avait également recruté une vingtaine de Marocains chargés de surveiller les activités des combattants de l'ALN le long de la frontière. Ces informateurs, dénoncés par des militants du FLN, ont été capturés puis remis aux autorités marocaines après leurs aveux. Une autre opération importante fut l'enlèvement réussi du colonel Mazurier, survenu début 1957 en plein centre d'Oujda. Cette action a été menée en réponse à l'arrestation par une patrouille de l'armée française de 2 hauts responsables du FLN. Le colonel Mazurier fut libéré en échange des 2 responsables. La réussite de la guerre de libération reposait également sur la qualité du renseignement, la logistique et surtout sur le soutien populaire. Toute la population participait activement à cette bataille. Les informations collectées, qu'elles proviennent des militants du FLN ou des populations locales, étaient transmises aux responsables des renseignements et des liaisons de l'ALN. Dans son premier appel à la population en juin 1955, Aban Ramdan déclarait « Le FLN est l'œil et l'oreille de l'ALN. Le renseignement doit être le premier travail de tout militant du FLN. Nos groupes armés ne peuvent agir avec succès que s'ils ont des renseignements précis. » L'état-major de la zone 5, commandé par les Constantinois Ben Midi et Boussouf, reste au Maroc et transmet ses ordres par radio. En Oranie, la communication et la transmission des messages atteignent un niveau exceptionnel grâce à Boussouf. Ils mettent en place un système de transmission si efficace qu'il devient un modèle pour toute la révolution. Peu à peu, sa méthode gagne Alger et finalement l'ensemble du pays. Chapitre 2. Aban s'impose. Dès le départ, les chefs des maquis avaient envisagé une réunion d'évaluation sur la révolution. Mais les circonstances de la lutte marquées par des difficultés constantes, notamment le manque de communication, ainsi que l'arrestation ou la mort de certains responsables ont empêché cette réunion. Cela entraîne une gestion quasi autonome de chaque zone, avec néanmoins des objectifs communs, mais des approches et des démarches variées. Parmi les 5 zones créées, 3 maintiennent des activités opérationnelles malgré des difficultés majeures, comme le manque d'armement et l'attentisme de certaines populations. La 1, Aurès. La 2, Nord-Constantinois. Et la 3, Kabylie. Les 2 autres zones, la 4, Algérois et la 5, Oranie, rencontrent des obstacles initiaux et attendent de se structurer avant de pouvoir dépasser ces difficultés. La relève de ces régions s'organise lentement, mais c'est à Alger, la capitale, que l'enjeu est le plus crucial en raison de l'impact stratégique et symbolique que cette zone représente pour la guerre. La prise en charge du FLN à Alger par Aban Ramdan, le 7 mars 1955, marque un tournant. Sa nomination, après sa sortie de prison 2 mois auparavant, va initier une politique de mobilisation et d'unification des rangs. L'objectif principal est d'élargir l'adhésion populaire au FLN, notamment en sapant l'influence du mouvement national algérien, MNA, de Messali Hadj, le rival du FLN. Né le 10 juin 1920 à Azouza, dans la commune de Tizi Ouzou. Aban Ramdan est issu d'une famille modeste. Mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient sous-officier dans un régiment de tirailleurs algériens à la fin de la guerre, marqué par les massacres du 8 mai 1945. Il rompt définitivement avec l'administration coloniale, adhère au PPA et milite activement. En 1948, il est membre de l'organisation spéciale. Mais il est arrêté en 1950 et est condamné à plusieurs années de prison après avoir subi la torture. En 1954, après sa libération, il prend la direction politique et devient une figure clé du FLN. Le 18 janvier 1955, il prend en charge la direction de la capitale et appelle à l'unité du peuple algérien, affirmant que la libération de l'Algérie sera l'œuvre de tous. Bien qu'il ne néglige pas l'action armée, Aban privilégie une stratégie politique, s'appuyant sur une communication percutante pour sensibiliser la population. Il est rapidement rejoint par des personnalités politiques comme Ben Youssef Ben Reda et Saad Darleb, qui renforcent son leadership. Dans un second temps, il décide d'élargir l'influence du FLN en sortant de la capitale, établissant des liaisons avec Ben Midi à l'ouest et Zeroud Youssef à l'est. C'est à ce moment que sa stratégie prend une dimension nationale. Convaincu de la nécessité de coordonner et de structurer la révolution, qui souffre d'un manque de cohérence politique et de l'autonomie des zones, Aban plaide pour la création d'un congrès du FLN. Ce projet devient rapidement une priorité pour le mouvement. Le premier congrès du FLN se tient finalement dans le village d'Ifri, près du fleuve de la Soumam. Les travaux se déroulent du 13 au 20 août et sont présidés par Ben Midi, assisté d'Aban Ramdan en tant que secrétaire général.
Après une étude approfondie du bilan de 22 mois de processus révolutionnaire présenté par les délégués de chaque zone, le congrès de la Soumam décide de diviser l'Algérie en 6 wilayas. Une wilaya est divisée en zones. Les territoires de chacune des wilayas et zones sont découpés et les limites définitivement tracées. Alger et ses banlieues constituent une zone autonome. Chaque wilaya est placée sous la responsabilité d'un colonel, assisté de 3 commandants, chargés respectivement du militaire, du politique et du renseignement. À l'échelon inférieur, la zone est dirigée par un capitaine et épaulée par 3 lieutenants, avec les mêmes attributions. C'est à cette occasion également que sont instaurés les premiers grades militaires au sein de l'ALN, le grade de colonel devenant le plus élevé dans la hiérarchie révolutionnaire. La révolution est dotée d'un parlement, le Conseil national de la révolution algérienne. Il prend des décisions politiques, militaires, économiques et sociales. Le Congrès désigne un organe de direction de 5 membres, le Comité de coordination et d'exécution, CCE, qui siège à Alger. Les membres titulaires sont Aban, Belkacem, Ben Midi, Ben Reda et Darleb. La primauté du politique sur le militaire constitue l'un des fondements du Congrès. La primauté sera accordée aux combattants de l'intérieur par rapport à l'extérieur, tout en respectant le principe de la direction collégiale. Après le départ de Ben Midi qui rejoint le CCE en 1956, Abdelhafid Boussouf lui succède à la tête de la zone 5, devenue Wilaya 5. La wilaya est réorganisée en 8 zones. Profitant de l'évacuation des forces françaises au Maroc devenu indépendant, il construit de solides bases dans cette région, mais passe à la seconde phase de son action en implantant des bureaux de liaison et des bureaux d'accueil et de recrutement, des bases logistiques essentielles au ravitaillement de l'ALN, et surtout des centres de formation militaire, dont le premier centre de formation des agents de transmission en 1956 et la première école des cadres en 1957. Et ce, dans la clandestinité la plus totale. Chapitre 3. L'ère des colonels. Pour l'instant, c'est Boussouf, devenu chef de la Wilaya 5, qui va faire face à Aban, ce politicien venu de l'intérieur, après la fin tragique de la bataille d'Alger. Après la capture de Ben Midi, le 23 février 1957, tous les membres du CCE sont contraints de quitter Alger, fuyant la répression féroce des parachutistes du général Massu. Ils prennent 2 itinéraires différents. Aban et Darleb rejoignent Oujda, Belkacem et Ben Reda prennent le chemin de Tunis. Après des mois de marche difficile à dos de mules et de chameaux, Aban et Darleb atteignent la Wilaya 5. Ils y découvrent une organisation bien différente de celle prônée lors du congrès de la Soumam. Un jeune cadre de l'ALN lui remet un rapport de 4 pages sur les modalités de gestion seigneuriale de la Wilaya par Boussouf. Aban s'oppose à la vision militariste de Si Mabrouk. Pour lui, le congrès avait établi une hiérarchie claire où le politique primait sur le militaire et l'intérieur devait garder sa prééminence sur l'extérieur. Mais ces principes semblaient totalement ignorés par la Wilaya 5, où l'autorité de Boussouf ne souffrait aucune contestation. En fait, Boussouf présente une attitude ambiguë face aux décisions du congrès de la Soumam. S'il applique avec rigueur les directives organisationnelles établies, il s'oppose farouchement aux conclusions politiques qui donnent la primauté aux politiques sur le militaire et l'intérieur sur l'extérieur. Lui-même était militaire et extérieur. Sous sa direction, la Wilaya 5 devint le berceau d'un modèle autoritaire reposant sur la répression et la surveillance. Il a besoin de la terreur pour imposer le monopole du pouvoir, susciter la délation, semer la méfiance qui décourage la critique et la mutinerie. La discipline imposée par Boussouf, souvent perçue comme tyrannique, devint la norme. Il généralise une surveillance policière maniaque. Aucun Algérien n'entrait dans le système de la Wilaya 5 ou n'en sortait sans avoir été contrôlé et filé par l'organisation. Le Maroc, base arrière du FLN, est rapidement quadrillé par ses équipes. Officiellement pour déjouer les infiltrations françaises, mais aussi et surtout pour surveiller les propres cadres algériens. En un temps record, Boussouf bâtit un réseau radio performant, opérationnel jour et nuit, capable d'intercepter les communications ennemies et de coordonner chaque mouvement de l'ALN. Le service de renseignement et liaison, SRL, véritable outil d'espionnage, est l'un des outils les plus redoutables de Boussouf. Conçu non seulement pour contrer l'ennemi colonial et protéger l'ALN des infiltrations françaises, contrecarrer les tentatives messalistes de contrôler la région et chasser les traîtres, notamment les harkis bellounistes, il sert aussi à neutraliser ses opposants internes.
Mais cette efficacité reposait sur des pratiques brutales. Exécution, disparition et emprisonnement massif de militants. Lorsqu'il désignait une cible, aucune clémence n'était permise. Aban dénonce les pratiques du SRL, accusé d'exécution sommaire et d'enlèvement. Pour ses partisans, ces méthodes sont justifiées par l'urgence et la gravité de la situation. La guerre d'indépendance nécessite une discipline de fer pour éviter les infiltrations ennemies et maintenir l'unité. Une autre critique de Aban, c'est la nomination de Boumedienne en tant qu'adjoint, qu'il considère comme un jeune cadre sans expérience ni mérite particulier. Selon lui, Boumedienne n'a été promu commandant que grâce à l'esprit clientéliste de Boussouf, qui privilégiait les hommes loyaux et malléables à des figures charismatiques et compétentes comme les capitaines Lotfi. Mais cette lecture occulte une trajectoire plus complexe. Lorsque Boumedienne débarque au Maroc en 1955, il arrive muni d'une lettre signée par Ben Bella, l'un des chefs historiques du FLN en exil. Cette lettre est censée lui ouvrir les portes de la Wilaya 5, mais elle suscite aussitôt des tensions internes. Boudiaf, chargé de la logistique militaire au Maroc, se méfie de ce jeune inconnu venu directement de Ben Bella, son rival au sein du groupe de l'extérieur. C'est à ce moment que Ben Midi intervient. Il choisit d'ignorer les rivalités entre chefs de l'extérieur et décide de parrainer Boumedienne. Selon plusieurs récits, Boussouf aurait repéré le jeune homme et convaincu Ben Midi de lui donner une chance. Il voit en lui un profil rare, discipliné, silencieux, réfléchi, rigoureux et surtout formé aux tactiques militaires modernes grâce à son passage au Caire. Avec la bénédiction de Ben Midi, Boumedienne est donc intégré dans la Wilaya 5. Boumedienne incarne tout ce que Boussouf recherche chez un collaborateur. Un homme fiable, sans ambition personnelle trop visible, du moins, pour l'instant. Mais il est apte à exécuter une stratégie complexe. En retour, Boussouf perfectionne chez lui l'esprit d'analyse, l'initie aux méthodes de renseignement et lui confie des missions d'organisation militaire de plus en plus importantes. Il devient rapidement l'adjoint de Boussouf, même du temps où Ben Midi est encore présent, et se retrouve à structurer la guérilla dans l'Oranie. Après le départ de Ben Midi, c'est tout naturellement qu'il hérite d'un rôle élargi, fort du parrainage de Boussouf. Dans ce réseau structuré par Boussouf, d'autres figures émergent, à l'image de Laroussi Khalifa. Ingénieur agronome et sous-préfet à Versailles, il traverse la France et l'Espagne au volant de sa voiture, en compagnie de son épouse française, pour rejoindre le Maroc et se mettre au service de la Wilaya 5. Son choix de cette région, plutôt que la Wilaya 1, qui aurait pu sembler plus naturel pour un natif d'Aïn Beida dans les Aurès, intrigue. Peut-être est-ce dû à la forte présence des Algériens de l'Est au sein de la Wilaya 5. Quoi qu'il en soit, il devient un proche de Boussouf et sera son directeur de cabinet et lui confie la gestion de l'école des cadres. Un projet visant à préparer la future élite du FLN et de l'Algérie indépendante. Une autre figure importante de l'équipe restreinte de Boussouf est Kasdim Merbah. Né le 16 avril 1938 au Maroc, dans une famille originaire de Kabylie, Merbah s'engage très jeune dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il rejoint l'Union générale des étudiants musulmans algériens, UGEMA, et participe à la grève générale du 19 mai 1956, un appel du FLN incitant les étudiants algériens à rejoindre le maquis. Affecté à la Wilaya 5, Merbah évolue sous l'influence directe de Boussouf, qui repère rapidement son potentiel. Il lui confie des missions stratégiques au sein du service de renseignement et de liaison, renforçant ainsi son rôle dans les activités clandestines du FLN. Mais le séjour d'Aban au Maroc exacerbe ces divergences. Ce climat délétère combiné aux rivalités personnelles prépare le terrain pour des affrontements plus marqués au sein du FLN. Aban, pourtant fin stratège, ne mesure pas pleinement le changement radical qui s'opère au sein du FLN après la bataille d'Alger. Au départ, le CCE était dominé par les politiques comme Aban lui-même, Darleb et Ben Reda, tandis que le colonel Belkacem, bien que présent, restait relativement marginalisé. Mais avec la fin de la bataille d'Alger et l'exil du CCE à Tunis, Krim voit son influence s'accroître considérablement. En effet,
Belkacem devient l'un des derniers premiers novembréistes encore actifs sur le terrain. Avec Didouche et Ben Boulaïd, morts au champ d'honneur, l'assassinat de Ben Midi par l'armée française et la capture de Boudiaf et de Bitat. Belkacem, ancien caporal de l'armée française, au maquis depuis 1947 et fils de la Toussaint Rouge, émerge comme le leader incontesté du FLN. Cependant, un problème majeur persiste, celui d'Aban Ramdan. Le père du congrès de la Soumam se voit également comme un véritable leader de la révolution. Cette perception entre en conflit avec la montée en puissance de Belkacem qui, pour contrer son influence, décide de faire une alliance de circonstances avec d'autres colonels tels que Mahmoud Sherif, chef de la Wilaya 1, Ben Tobal, chef de la Wilaya 2, Wamran, chef de la Wilaya 4 et Boussouf, chef de la Wilaya 5. Lors de la réunion du CNRA au Caire en 1957, les principes établis lors du congrès de la Soumam sont remis en cause. La primauté du politique sur le militaire est abandonnée, tout comme celle de l'intérieur sur l'extérieur, notamment avec l'installation du CCE à Tunis en 1957. Cette réunion scelle la défaite d'Aban. Ses alliés politiques, Darleb et Ben Reda, sont évincés du CCE. Le CCE est alors élargi, passant de 5 à 9 membres avec une forte militarisation de ses rangs. 5 militaires, Belkacem, Ben Tobal, Boussouf, Wamran et Mahmoud Sherif, contre 4 politiques, Abbas, Debarin, Meri et Aban. Boussouf remplace Ben Midi, tombé quelques mois plus tôt. Un conseil interne permanent est créé au sein du CCE, composé uniquement des 5 colonels et d'Aban, comme seul représentant politique. Furieux de cet affront, Aban tente de résister, mais il est désormais seul. C'est l'amorce d'une chute inévitable pour lui. Le congrès de la Soumam est enterré au Caire. Il se retrouve désormais marginalisé. Il se limite à la gestion du journal El Moudjahid, mais son rôle est désormais celui d'un auxiliaire. Les 5 militaires, bien qu'alliés pour évincer Aban, sont animés par une ambition personnelle. Conscient que dans cette guerre, seul comptent les bataillons qu'il peut mobiliser sous son autorité exclusive. Chaque colonel décide de prendre le contrôle total de sa wilaya, instaurant une hiérarchie militaire et sous son autorité incontestée. Belkacem est sans doute l'un des plus influents. En s'alliant au colonel Wamran, il parvient à exercer un contrôle sur la Wilaya 4, tout en maintenant une main ferme sur la Wilaya 3. En plus, Krim Belkacem dispose depuis 1956 d'un fort contingent de troupes parties en Tunisie. Boussouf dirige la Wilaya 5 et délègue une partie de ses responsabilités au colonel Boumedienne, qui devient un acteur majeur dans la gestion militaire de la région. Mahmoud Sherif, pour sa part, demeure à la tête de la Wilaya 1. Ben Tobal tient la Wilaya 2, où lui succède son ami le colonel Ali Kafi. Pour garantir sa propre autonomie, Ben Tobal prélève 2 bataillons de cette wilaya et les envoie en Tunisie, où ils opèrent sous son contrôle direct. Cette fragmentation du pouvoir militaire génère une atmosphère de lutte de clans. Les alliances ne sont que temporaires et dictées par des intérêts personnels plutôt que par des convictions politiques. Chacun surveille étroitement les initiatives des autres, prêt à les neutraliser si elles menacent son influence. Dans ce contexte, les colonels ont besoin de voir leur autorité renforcée, sans qu'elle soit remise en question. Cependant, Aban ne se prête pas à ce jeu. À chaque occasion, il dénonce leurs actions et prône toujours sa volonté de soumettre les chefs militaires à une autorité politique forte. Le conflit au sein du FLN se transforme rapidement en une lutte violente qui se solde par l'élimination d'Aban Ramdan le 27 décembre 1957 au Maroc. Sa mort est tenue secrète, mais son absence suscite l'inquiétude de ses proches. Abbas exige des explications des colonels lors de la réunion du CCE. Face à leur silence, il décide de suspendre sa participation aux travaux de cette instance. Belkacem est venu le voir et lui dit « Aban est mort et je prends la responsabilité de sa mort en mon âme et conscience. Il était un danger pour notre mouvement. Je ne regrette rien. » Toutefois, la réalité est plus complexe. D'autres colonels étaient également impliqués. Des réunions secrètes ont eu lieu à Tunis pendant 3 jours et 3 nuits, regroupant Belkacem, Ben Tobal, Mahmoud Sherif et Wamran, afin de débattre de la manière de se débarrasser des difficultés causées par Aban.
La décision finale a été prise. Il fallait l'envoyer au Maroc sous un faux prétexte et le remettre à Boussouf pour qu'il soit éliminé. Des faux messages en provenance des services de liaison du FLN ont commencé à arriver du Maroc, faisant état du combattant de l'ALN arrêté et de stocks d'armes saisis par les autorités marocaines. Ces messages sont devenus de plus en plus alarmants et le roi du Maroc, Mohamed V, a exprimé sa volonté de discuter de la situation et de trouver une solution, mais uniquement avec le principal dirigeant du FLN, Aban. Ce dernier, sous la pression de Belkacem et Bentobal, se laisse convaincre de se rendre au Maroc. Quelques jours plus tard, à Tanger, Belkacem, Mahmoud Cherif et Aban sont accueillis par Boussouf et se dirigent vers Tétouan, dans une ferme isolée, où l'attendaient 6 hommes. Dès son arrivée, ces derniers se jettent sur lui, le ligotent, puis l'étranglent. La responsabilité matérielle de son assassinat est attribuée à Boussouf, car il s'est produit sur un territoire relevant de sa tutelle, et l'exécution a été menée par ses hommes. Boussouf n'a jamais nié son implication, ni tenté de se dédouaner en invoquant des raisons atténuantes. Mais il n'aurait jamais pris une telle décision seul, sans l'accord des autres leaders. Ouamran, Bentobal et Mahmoud Cherif ont tenté de se défendre en affirmant ne pas avoir voulu la mort d'Aban. Cherif, présent sur les lieux, a même affirmé s'y être opposé. Mikrim et Boussouf étaient de connivence. Le premier pour décider, le second pour exécuter. Après la mort d'Aban Ramdan, 3 clans se forment au sein du FLN pour tenter de prendre l'ascendant sur la direction de la révolution. Le premier est mené par Belkacem et Ouamran, le second par Boussouf et sa clique issue de la Wilaya 5, et le troisième par Bentobal et Mahmoud Cherif. Aucun de ces groupes n'a cependant la force suffisante pour imposer sa domination. La priorité devient alors de préserver l'apparence d'une direction unie et solide face à l'extérieur. Les 3 hommes forts du CCE, Bentobal, Boussouf et Belkacem, ont mis de côté leur rivalité et décident de joindre leurs forces pour prendre le contrôle effectif du pouvoir. L'ère des 3B est arrivée. Elle allait durer jusqu'en 1962.